Nous, on est à Sainte-Lucie-des-Laurentides, on est habitué d'être relativement isolé. En fait, mais la ferme, le train-train quotidien nous garde occupés. On a déjà fait l'école à la maison à nos enfants, alors on revisite un peu cette période de notre vie, quoique sont moins, sont un peu plus récalcitrants à accepter nos propositions d'activité. Mais c'est ça, c'est une espèce d'entre-deux entre la vacance d'été puis, euh, puis, euh, puis le congé forcé, là, j'imagine. Ben, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'assiste pas à une fragilisation importante de la chaîne d'approvisionnement. Euh, j'ai l'impression qu'en fait, tout ce qui est bien rodé, bien huilé, bien industrialisé souffre moins de ce qui se passe. Je vois, moi, les industries robotisées dans lesquelles il y a très peu d'humains exceller en période de confinement forcé comme ça. Euh, on se rend compte aussi qu'il y a des environnements dans lesquels il y a beaucoup, beaucoup d'humains qui sont souvent les environnements artisans, hein, qu'on parle des fêtes des semences, qu'on parle d'entraide, de coopératives. J'ai l'impression que c'est eux qui en prennent pour leur rhume. Donc, bon, cela dit, parce que, évidemment, moi, je pense au poulailler de 36 000 poules où il y a une personne qui s'occupe de ces animaux-là, des fermes de X nombre de vaches qui ont des robots trayeurs. J'entends souvent l'industrie me dire qu'une ferme efficace, une ferme productive, c'est une ferme qui n'a pas besoin de beaucoup de monde. Puis moi, je réponds tout le temps qu'il me semble qu'au contraire, un environnement où on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, c'est un environnement, il me semble, plus intéressant, plus riche, où on travaille avec nos mains. Donc, euh, la ferme, très, très mécanisée, très, très automatisée pour l'instant, a le haut du pavé. Bon, là, c'est qu'on est relativement tôt dans la crise aussi. Ces fermes-là, moi, je les appelle des fermes aux soins intensifs, c'est-à-dire qui carburent aux intrants. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'intrants qui leur parviennent encore, mais le jour où la chaîne d'approvisionnement en intrants ferait défaut, c'est-à-dire autant les produits pétrochimiques que les pesticides, que les moulés, que les services de ramasse, les camions qui amènent les poussins dans les fermes qui élèvent le poulet, les camions qui viennent chercher le lait dans les grandes fermes qui font plus aucune mise en marché euh, euh, sur les lieux, ben, à partir de ce moment-là, on va découvrir finalement la véritable nature des différentes fermes qui habitent le Québec. Donc, est-ce que on a des fermes qui sont en mesure d'être assez autonomes pour pouvoir continuer à nourrir les gens en période de pénurie, ou est-ce qu'on a des fermes qui sont tellement euh, encastrés dans des grandes chaînes complexes qui sont pas capables de travailler si d'un côté on ne ramène pas le produit de départ, puis si de l'autre côté on ne vient pas chercher à la porte le produit brut. Ben, moi, au niveau de l'écosystème nourricier le plus stable, le plus autonome possible, il y a tout le temps deux mots qui reviennent, c'est pérennité puis résilience. Donc, la pérennité, c'est dans quelle mesure est-ce que ton écosystème peut durer dans le temps parce qu'il ne surexploite pas les ressources qui sont autour de lui, parce qu'il profite des ressources qui sont disponibles autour de lui. Donc, il n'est pas intrant dépendant, il est intrant autonome. Donc, ça, c'est l'aspect pérennité. L'aspect résilience, c'est dans quelle mesure est-ce que le système que tu as construit, échafaudé, est capable de survivre à une perturbation importante, à un choc, que ce soit un désastre naturel, que ce soit l'interruption d'un service sur lequel tu aimes dépendre. Donc, dans quelle mesure est-ce que l'écosystème nourricier que tu as établi est capable de durer dans le temps puis de rebondir d'un choc? Pour moi, c'est ça qui est la mesure de sa qualité et de son utilité nourricière. Euh, donc, évidemment, une ferme qui n'est pas du tout autonome, pour moi, n'est pas très, très intéressante. Mais au-delà des fermes, au-delà des gens qui s'investissent à temps plein dans l'acte nourricier, moi, je vois l'avenir d'une agriculture
souveraine puis stable dans la participation du plus grand nombre possible. Donc, je pense que si on a une majorité des gens dans une majorité de régions qui sont capables d'avoir une autonomie élémentaire minimum, déjà, on va avoir atteint quelque chose d'intéressant. Après ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se spécialiser, qui vont devenir des artisans fermiers, qui vont devenir des paysans à temps plein, qui vont vouloir en faire leur gagne-pain, mais peut-être surtout nourrir les autres autour d'eux. Ils vont s'être trouver une espèce de profession de foi parce que c'est très, très difficile, c'est très, très exigeant, c'est très, très contraignant, mais en même temps, ça fait du sens. Alors, moi, ce que je propose aux gens, c'est d'accepter d'en faire un petit peu, comme ça, dans un, dans un contexte de pandémie, de catastrophe quelconque, sont au moins capables de manger un peu. J'aime pas parler d'autonomie alimentaire aux gens souvent parce qu'ils assument qu'il faut qu'elle soit totale ou elle vaut rien. Alors qu'au contraire, je pense qu'un un petit peu, c'est beaucoup mieux que rien du tout. Donc, une grande toile d'individus minimalement autonomes, une autonomie élémentaire. Ben, je pense que c'est vers ça que j'essaie d'amener la loi au Québec, c'est-à-dire la reconnaissance du statut particulier de l'artisan agricole. Je pense que la loi a tout intérêt à reconnaître l'artisan fermier comme un producteur différent qui a besoin d'un cadre législatif adapté à sa réalité. Sa réalité étant celle du petit volume, sa réalité étant celle d'une agriculture qui met en valeur la typicité des produits. Donc, l'artisan ne va pas nécessairement participer à la production de produits génériques où sa créativité n'est pas mise à profit. Donc, pour qu'une agriculture artisanale digne de ce nom puisse émerger dans les régions, il faut, je pense, que la loi lui reconnaisse quelque chose de particulier, c'est-à-dire d'avoir le droit d'avoir une espèce d'immunité par rapport aux lois qui ont été créées pour les producteurs agricoles qui, eux, produisent en grande quantité dans un contexte particulier des produits génériques. Donc, l'artisan, lui, va vouloir produire une variété d'affaires plutôt que juste un produit. L'artisan va avoir tout intérêt à transformer à la ferme ses produits pour se différencier des autres puis pour que les gens viennent à lui. Et puis l'artisan aussi va avoir tout intérêt à travailler dans une espèce de vase clos que moi, je trouve biosécuritairement très intéressant, c'est-à-dire qu'il va s'occuper, comme moi, de faire naître ses propres poussins à la ferme, ses propres animaux pour pouvoir s'installer dans une boucle fermée où il est capable d'en venir à son produit fini de manière presque complètement autonome. Donc, moi j'ai un coq puis une poule qui vont me donner des œufs fertiles, qui vont pouvoir éclore, qui vont me donner un poussin que je vais élever pour faire soit d'autres poules, soit des poulets de chair. Je vais pouvoir à la ferme les abattre parce que justement cette loi-là me le permettrait. Je vais pouvoir les mettre en marché, les faire cuire pour les gens, les offrir aux gens qui veulent venir les chercher. Donc, pour moi, les politiques agricoles les plus intéressantes, c'est celles qui permettent l'émancipation des gens. Oui, on peut produire pour soi-même, mais la minute où on veut partager avec son voisin, c'est là où la loi arrive puis met un frein à cette relation-là qu'on voudrait établir avec l'autre. Alors, c'est ça que je réclame depuis 10 ans. Puis là, il semble qu'on approche un peu de ça, que le ministre, avant la pandémie, en tout cas, a annoncé le fameux projet pilote où on allait cet été inviter les inspecteurs du ministère à venir voir comment ça se passe quand on abat la ferme. Qu'est-ce qui arrive quand on prend le lait d'une chèvre qu'on vient de traire puis qu'on le met dans une quiche puis un gâteau. Entre toi puis moi, absolument rien. Il arrive le goût, le plaisir de le manger, c'est ça qui arrive. Mais bref,
si ce projet-là peut survivre à cette pandémie-là, je pense que là, on va être sur la voie de donner le goût aux gens de se lancer et puis éventuellement de donner au Québec des régions pleines de nourriture puis de gens qui sont compétents pour nous la produire. Ben, en fait, pour moi, le circuit fermé, c'est essentiellement aussi c'est ça un écosystème, un biotope. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, dans une bulle, continue à fonctionner. Donc, ça ne carbure pas aux intrants. Moi, je pense, je me souviens quand on est allé devant la Régie des marchés agricoles, défendre notre prétention que des agriculteurs qui élèvent en petit volume des animaux, c'est quelque chose qui peut absolument être absolument salubre, puis qu'on avait les avocats des différentes fédérations qui, justement, eux, mettaient en doute notre salubrité. Moi, le modèle que je présentais, il me semblait très, très biosécuritaire dans la mesure où, quand il y a des épidémies, quand il y a des maladies contagieuses qui se répandent d'une ferme à l'autre, c'est essentiellement lié au transport de tous ces organismes-là. Donc, dans un système classique d'élevage de volailles, les poussins vont être transportés d'un couvoir à quelque part au Québec vers une grande ferme, c'est-à-dire une ferme moyenne va élever 270 000 poulets par année. Hein? Donc, il y a 270 000 poussins qui vont être livrés à cette ferme-là, qui vont être nourris par des éleveurs. Une variété d'intrants vont être mis à profit. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui arrivent de l'extérieur encore là pour s'occuper de ces animaux-là. Puis, 5, 6, 7 semaines, 8 semaines plus tard, il y a des camions qui, de nuit, viennent remplis de gens qui, de nuit, rentrent dans ces élevages-là et puis se saisissent de toute la volaille assez rapidement, merci, puis embarquent ça, pour ne pas utiliser un verbe plus évocateur, dans le camion. Et puis le camion, lui, part vers un abattoir, puis il n'y en a pas beaucoup au Québec, on en a, hein, c'est sur les doigts d'une main que ça se compte le nombre d'abattoirs qui vont recevoir ces volailles-là. Et puis là, ça va s'en aller vers des transformateurs, éventuellement vers des distributeurs, éventuellement vers des épiceries. Donc, tout ce système-là, il me semble, est aussi est proportionnellement affaibli par la longueur de la chaîne de production puis de distribution. Alors qu'à la ferme, quand l'artisan, lui, finalement fait éclore ses propres poussins à la ferme. Les élèves, moi, je les élève dehors, à l'air libre. Le soleil est un agent aseptisant reconnu par le monde entier depuis des millénaires. Hein, les bouchers sortaient leurs planches à découper au soleil ponctuellement pour les assainir. L'air frais, la circulation, l'ennemi des pathogènes, hein, c'est le soleil, l'air, la liberté, la non constriction. Et puis, ces poulets-là, quand je veux les abattre, moi, j'y vais, j'en ramasse un, je m'en vais l'abattre à quelques mètres de là. Puis, j'utilise la même eau qu'on boit ici. Puis, une bonne partie de ces poulets-là, on en mange nous-mêmes. Donc, je veux dire, tu sais, il y a une espèce de système de contrôle qualité inhérent à toute l'affaire. Ça nous nourrit vraiment. Donc, j'ai toujours dit, moi, que ceux qui disent qu'ils veulent faire de l'agriculture devraient s'intéresser à se nourrir d'abord eux-mêmes avant de prétendre pouvoir nourrir les autres. Donc, si tu es capable d'établir un écosystème qui te nourrit toi, puis que tu es en excellente santé pendant des années à travers ça. Je ne vois pas pourquoi les gens autour de toi seraient allergiques ou ça constituerait un danger. Je finirais en vous lisant un petit extrait de Small is Beautiful, une société à la mesure de l'homme qui est malheureusement très, très difficile à obtenir, mais qui se trouve encore dans l'usager. C'est un passage qui parle justement de la production par les masses plutôt que la production de masse, qui fait l'éloge
de ce système-là où il y a une myriade de petits producteurs un peu partout qui bâtissent une toile finalement très, très, très résiliente. Dans ce cas-ci, moi, je l'appliquerai à l'agriculture, mais ça s'applique à peu près tout ce qui peut nous intéresser comme produit de consommation. Alors, c'est la page 160, et une phrase de la 161. Selon Gandhi, on ne peut trouver de secours dans la production de masse, mais seulement dans la production par les masses. Le système de production de masse, qui repose sur une technologie sophistiquée, très gourmande en capital, tributaire d'une forte consommation d'énergie et qui fait l'économie du travail manuel de l'homme, présuppose que l'on soit déjà riche, car on a besoin d'un fort investissement en capital rien que pour établir un seul poste de travail. Le système de production par les masses mobilise, lui, les ressources inappréciables propres à tous les êtres humains, leur esprit éclairé et leurs mains expertes, et leur donne en renfort des outils de première classe. La technologie de la production de masse porte en elle la violence. Elle fait des ravages sur le plan écologique. Elle va à l'encontre du but recherché quant aux ressources non renouvelables et annihile la personne humaine. La technologie de la production par les masses, qui fait appel au meilleur de la connaissance et de l'expérience moderne, favorise la décentralisation, est compatible avec les lois de l'écologie et fait un emploi modéré des ressources rares. Alors, bon, digérez ça et bonne chance.